Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve en ce mardi à la fois pour la reprise pour ceux qui ont profité du week-end de 3 jours et sinon dans la continuité pour les autres. Et bon, rassurez-vous, Dev Café est bien là dans tous les cas pour vous résumer les infos à retenir de ces dernières heures autour du développement. Et aujourd'hui, pour vous donner un tout petit avant-goût de ce qu'on va voir ensemble, il sera notamment question d'Udemy qui va payer une très lourde amende aux États-Unis, mais aussi de nombreux sujets autour d'Apple et notamment du fait que Siri va droit dans le mur. Et bon, je vous en dis pas plus et on va commencer tout de suite par la partie Apple. On commence donc par le volet App Store et une interview donnée par Susan Prescott, qui est la vice-présidente en charge des relations développeurs chez Apple. Et la semaine dernière, elle a donné une interview à The Independent où elle a fait plusieurs déclarations intéressantes, à savoir tout d'abord vouloir travailler sur les sujets des groupes sous-représentés et notamment les femmes. Elle annonce pour ça avoir des projets pour améliorer la visibilité de ces groupes. D'ailleurs, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais il existe l'App Store Foundation, qui est un programme pour apprendre à développer. Et d'ailleurs en France, c'est Simplon qui s'en occupe, et en 2019, Tim Cook avait même fait le déplacement. Et pour reboucler avec le sujet des groupes sous-représentés, Apple souhaiterait davantage utiliser ce programme. Elle argumente ce choix en disant qu'en ayant plus de développeurs et de développeuses, avec des parcours un peu plus orthodoxes si on peut dire, eh bien ça va permettre d'accroître la diversité dans les applications, avec par exemple des idées moins genrées. Je vous passe par contre le reste de son interview qui est pour le coup du gros bullshit, vous savez c'est le genre de discours des GAFAM pour dire qu'ils sont inclusifs et toutes ces bêtises d'une manière générale. Et bref, on va passer parce que malgré tout il y a une deuxième petite annonce et cette fois-ci ça va intéresser tout le monde parce que la vice-présidente d'Apple elle évoque, et je la cite, de nouvelles manières de se connecter avec Apple. Bon, malheureusement il n'y a pas plus de détails, alors si toutefois vous avez des idées de ces fameuses connexions, eh bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, parce que sinon il faudra attendre début juin pour la WWDC pour en savoir plus. On poursuit sur l'App Store mais avec un sujet bien moins bienveillant puisqu'on sait que Spotify a toujours été contre les pratiques d'Apple et en parallèle Elon Musk était tombé de sa chaise lorsqu'il avait découvert les taux des commissions pris par Apple pour Twitter. Et vendredi dernier, le fameux monsieur Twitter a indiqué qu'il fallait attendre plusieurs jours avant que des abonnements ne soient approuvés par Apple sur l'App Store, chose à laquelle le CEO de Spotify a répondu que c'était absurde et il se demande pourquoi la commission n'est pas de 0 ou de 10%. Mais là mon ami, on a affaire à Apple pour qui 30% de marge, eh bien c'est le strict minimum, alors autant dire que c'est bien beau de parler mais on connaît déjà la conclusion d'avance. En revanche, plus que des blabla, peut-être qu'en prenant le poids de Twitter, celui de Spotify, voire même en ajoutant celui d'Epic Games, eh bien peut-être qu'il pourrait se passer des choses. Mais là-dessus, je crois qu'il y a un peu trop d'orgueil, même d'ego on va dire, de chacune des parties, donc c'est vraiment pas sûr que ça puisse se matérialiser. Tout ça, c'est au final beaucoup de blabla, mais bon, place à du concret avec Swift 5.9 qui ne devrait plus tarder à sortir, et cet article publié sur Medium nous présente les nouveautés que le langage embarquera donc dans sa prochaine version, alors je vous propose de s'y attarder quelques petits instants. Dans le code qui est donné ici, on passe une string de type in-out, c'est-à-dire qu'on a un passage par référence et non pas par valeur. Or ici, quand on donne la variable à readbytes, on ajoute le et commercial, mais on a déjà la référence, ce qui en fait va donner accès à l'état interne et donc générer une erreur qui met généralement en fait beaucoup de temps à débugger. Et dans Swift 5.9, ce genre de problème générera des warnings, et sur Swift 6, ça empêchera carrément la compilation. Ensuite, la notation available permet, comme son nom l'indique, de dire à partir de quelle version ou de device une propriété est accessible. Mais dans le code ici, dans la struct S, on voit que le X a aussi sa propre annotation et que malgré tout, dans le print, c'est appelé. Par conséquent, maintenant, dire qu'une propriété est available, par exemple ici dans la struct, eh bien ça ne sera tout simplement plus possible. Et pour le troisième point, même l'auteur de l'article a un tout petit peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants, mais le mot-clé consume est une sorte d'alternative au pointeur. En gros, un pointeur donne toujours accès à un emplacement, alors que le mot-clé consume aurait la notion de durée de vie en plus. Et le dernier point sur Swift 5.9, il suit un tout petit peu le précédent, à savoir que lorsqu'on passe un pointeur, on peut dire que les paramètres d'une méthode sont de type take ou alors borrow. Alors le mot-clé borrow, ça veut dire que l'objet il reste en vie pendant toute la durée de l'appel, et que le code qui a appelé cette méthode, elle n'aura pas à se soucier de libérer ce pointeur. En revanche, si c'est le take, ce sera à l'appelant que reviendra cette responsabilité de la libération du paramètre. Voilà, je suis pas ultra spécialiste de Swift et j'espère pas trop avoir dit de bêtises, auquel cas surtout n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais c'est en tout cas ces 4 nouveautés qui marqueront principalement Swift 5.9. Et la deuxième information autour de Swift revient sur une info que je vous avais donnée en décembre. Alors si toutefois vous ne connaissez pas bien l'écosystème Apple, il existe ce qu'on appelle la Foundation et qui existait bien avant Swift. Et lors de la création de Swift, et pour gagner du temps, cette Foundation, elle n'avait pas été touchée car c'est toujours du code en C qui tourne aujourd'hui, et Swift en fait c'est qu'un wrapper. Et l'idée de l'info de décembre, c'était de tout recoder en Swift, et c'est justement l'objet de la nouvelle aujourd'hui où une première preview est disponible. Dans l'article, on apprend que les performances sont très largement améliorées, par exemple sur les objets autour des dates car il n'y a plus besoin de bridge avec Objective-C.
Dans l'idée maintenant, ils ouvrent cette preview pour corriger le maximum de problèmes ou encore ajouter des tests unitaires, voire même supporter d'autres plateformes. Bref, c'est pas pour tout de suite que vous utiliserez en prod cette nouvelle Foundation, mais ce sera tout de même bénéfique plus tard pour vos applications. Bon allez, on ne referme pas encore totalement la page Apple, mais vu qu'on est vers le milieu de Dev Café, eh bien tournez à gauche, prenez la première sortie, en direction des actus en bref. Clubhouse, le réseau social qui devait soi-disant tout révolutionner et basé sur des conversations audio, a annoncé se séparer de plus de 50% des salariés. L'idée de l'équipe désormais resserrée est de tout reprendre du sol au plafond, mais a-t-on vraiment envie de ce type de réseau social? Telle est la question. Il y a quelques mois, l'application Evernote avait été rachetée par Bending Spoons et les premiers signes après le rachat se concrétisent avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités comme l'édition en temps réel. Mais cela va aussi toucher le porte-monnaie des utilisateurs avec une hausse des tarifs mise en place depuis hier. L'abonnement personnel coûtera ainsi un peu moins de 100 € à l'année. Ensuite, si vous écoutez la radio en Suisse et plus particulièrement la station Couleur 3, une IA a pris le contrôle de l'antenne il y a quelques jours entre 6h du matin et 19h. On pouvait y entendre à la fois de la musique générée par ordinateur mais aussi des animateurs contrôlés par des IA. Serait-ce le futur de la radio? Eh bien là aussi, telle est la question. Et enfin, le magazine programmé a fêté ses 25 bougies. Le premier numéro était sorti au printemps 98 avec des sujets autour d'un serveur en Java, du langage Delphi ou encore du Visual Basic, des technologies que l'on rencontre toujours 25 années plus tard. On reprend et comme je vous l'avais dit, on n'en a pas fini avec Apple puisqu'il s'agit d'un long dossier autour de Siri. Déjà sans rentrer dans les détails, si je devais vous résumer l'article, il est question d'un manque d'ambition, d'un dysfonctionnement organisationnel et même qu'en interne, Siri est largement tournée en dérision. Pour ça, tout a commencé en 2018 où a priori en interne, il y avait des avis divergents sur la feuille de route. Et généralement dans ce genre de cas, on prend les analytics pour nous aider à déterminer les priorités. Mais les ingénieurs n'ont tout simplement pas de détails aussi simples que les stats d'utilisation de Siri, et c'est finalement quasiment impossible de prioriser de cette manière-là. C'est pour cette raison que de nombreux ingénieurs ont quitté Apple, car en fait ils en ont eu marre d'aller nulle part. Et a priori, Tim Cook aurait tenté de les en empêcher, mais finalement de nombreux sont partis pour aller chez Google. Ensuite, le format conversationnel qu'on a sur le Google Assistant ou Alexa et qui permet en fait d'enchaîner sur une deuxième question tout en restant dans le même contexte, et bien tout simplement ça a été rejeté pour Siri au motif que c'était un gadget et difficilement contrôlable, et c'est pour cette raison qu'en fait que Siri paraît si attardé aujourd'hui. Et là où on voit que les chats GPT-like savent s'exprimer par eux-mêmes, Tim Cook a fait en sorte d'aller totalement en marche arrière en demandant que les réponses elles soient hard-codées. Et dans la même veine des batailles internes, l'équipe de design veut un degré de précision quasi parfait, ce qui est impossible par définition vu que les infos elles sont prises sur internet. Et c'est d'autant plus pire que les ingénieurs ont essayé de convaincre leurs supérieurs d'avoir une fonctionnalité de report des mauvaises erreurs, mais là ça n'a pas été accepté non plus. Donc pour résumer, majoritairement aujourd'hui on a des réponses hard-codées qui sont en fait jugées sûres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, une réécriture totale de Siri a eu lieu pour ne plus avoir besoin de cloud et laisser l'intelligence aux développeurs tiers à la place. Et a priori, les premiers retours, ils étaient particulièrement bons. Mais en interne, un autre projet visait à faire tourner le Siri actuel plus amplement en local et finalement ça a gagné la bataille. Bref, d'une manière générale, on voit que Siri c'est un peu un chantier qui ne semble pas avoir de direction claire, et avec l'arrivée des fameux LLM, il y a de fortes chances pour qu'Apple soit encore plus largué, à moins qu'il existe un fameux projet secret, mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. On passe à suite à une très lourde amende qu'Udemy va devoir payer car elle s'élève à 4 millions de dollars. Bon, j'imagine que vous connaissez la plateforme, mais sinon c'est tout simplement une plateforme d'apprentissage sur un peu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, si vous êtes habitué à la plateforme, vous avez dû remarquer qu'il y avait très souvent des promos, mais c'est justement là-dessus que la FTC, ou l'agence en charge du commerce aux États-Unis, les a mis à l'amende. Car dans les règles de la FTC, il est stipulé que lors d'une promo, le prix initial il doit être réel, de bonne foi et donné pendant une période de temps raisonnablement importante. Et si on ajoute par-dessus la loi californienne qui a ici en fait été déterminante, l'ancien prix y désigne le prix du marché en vigueur au cours des 3 derniers mois. Sauf que des consommateurs se sont plaints des pratiques d'Udemy car les promos durent souvent plus de 90 jours, et tout ça a mené à une class action qui a donc été remportée par les utilisateurs. Malheureusement, les personnes en dehors des US ne pourront pas demander une part du gâteau de ces 4 millions, mais potentiellement tous les abonnés américains pourront avoir une indemnisation. Maintenant, ce sera intéressant de voir si d'autres pays s'attellent aussi à ce dossier, mais quoi qu'il en soit, vous devriez avoir moins de promos qu'avant sur Udemy. Ensuite, une info assez rapide autour de Replit que je vous avais déjà évoqué car un partenariat avec Google Cloud avait été lié il y a quelques semaines pour d'une part héberger Replit dans l'infra de Google, mais surtout pour donner accès aux clients Google Cloud à l'IA de Replit qui est en fait un peu dans la même veine que GitHub Copilot. Et on apprend qu'ils viennent de lever 100 millions de dollars pour une valorisation dépassant désormais le milliard de dollars, mais ce qui est assez étonnant c'est que Google ne fait pas partie des investisseurs. En tout cas, si je voulais vous l'évoquer, c'est qu'on a ici une alternative crédible à GitHub Copilot qui, pour rappel, est payant, ou encore aussi à Amazon Code Whisperer, mais par contre lui est gratuit.
Et pour terminer, c'est un sujet assez intéressant et qui suit parfaitement celui sur Replit, car on sait que le groupe Meta est en train de repivoter vers les IA, car je vous expliquais hier que sur un seul trimestre, la branche autour du métavers avait perdu 1 milliard de dollars. Mais le problème, c'est que l'IA, c'est pas de la magie, et avant que ce soit vraiment utilisable, il faut un peu de temps. Et Meta cherche justement à gagner du temps avec ses développeurs avec une sorte de GitHub Copilot. Et vu qu'ils en ont besoin là maintenant tout de suite, ils se sont tournés vers une offre de Microsoft et OpenAI, mais ça coûte un vrai bras, car selon l'info de The Verge, chaque requête, elle coûterait 7 centimes. Alors là-dessus, j'ose même pas calculer combien peut vraiment coûter cet outil, ne serait-ce que de multiplier le nombre de développeurs par une centaine de requêtes chaque jour. En tout cas, c'est intéressant de savoir que Meta est en train de nouer des partenariats avec en quelque sorte son ennemi, mais le CTO a indiqué qu'il travaillait bien sur un vrai outil en interne qui utilisera leur infra et qui utilisera surtout leur base de code et leur documentation. Et d'ailleurs, leur deadline, elle est vers le mois de juin. Comme quoi, on a bien l'impression ici que Meta, comme Apple tout à l'heure en fait avec Siri, eh bien ils se sont en quelque sorte fait ubériser, à voir maintenant s'ils arriveront tout de même à raccrocher les wagons. Et voilà, c'était tout pour ce numéro de Dev Café. J'espère en tout cas que j'ai accompagné votre café, votre brossage de dents, vos transports, ou alors une situation plus ou moins cocasse, mais en tout cas je veux pas savoir. Bon allez, si juste vous avez un petit doigt qui est encore accessible et pas plein de gras, eh bien si vous pouviez juste appuyer sur le bouton avec le pouce vers le haut dans l'interface de YouTube, eh bien ce serait vraiment génial de votre part. Allez, sur ce, n'oubliez pas de fêter les Zoé, les Zelda ou encore les Boris, parce que non, ce soir, C'est soir disco. Allez, on se retrouve même heure et même endroit dès demain matin, et passez une très très belle journée.